What's Next, le podcast de l'énergie management by Adviseo. Bonjour et bienvenue dans What's Next, le podcast destiné aux acteurs qui font bouger les lignes de l'efficacité énergétique. Je suis Sarah Judic, chef de projet communication, et je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode. La question énergétique est devenue cruciale pour l'ensemble des organisations, entre inflation des tarifs, maîtrise de la consommation énergétique ou encore objectifs environnementaux. Le métier d'énergie manager a donc pris une importance toute particulière et ne cesse d'évoluer. Dans cet épisode, nos experts vont donc aborder les clés du métier et confronter leur expérience terrain. Pour aborder ce sujet, j'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Clarisse Manteau et Léo Simplet, Energy Manager chez Adviseo. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter chacun d'entre vous et peut-être nous expliquer ce que signifie le terme d'Energy Management. Bonjour, je suis Clarisse Manteau, donc Energy Manager chez Adviseo. Ça fait maintenant 5 ans, un peu plus de 5 ans que je suis chez Adviseo. Et donc l'Energy Manager chez Adviseo, c'est en fait accompagner divers clients dans divers domaines d'activité dans leurs objectifs de performance énergétique sur leur parc de bâtiments. Et donc, le but, c'est de les accompagner là-dessus en établissant du coup des plans d'action qui sont liés à une donnée de consommation mis en parallèle avec des données de terrain et un besoin qui est lié à leur activité sur leur bâtiment. Bonjour, Léo Simplet, du coup, Energy Manager depuis quasiment 8 mois chez Adviseo. Donc, je suis très en phase avec cette définition-là. Je rajouterais peut-être la vision vraiment couteau suisse au sens où on commence à avoir des expertises très différentes au vu de tous les aspects techniques, toutes les réglementations différentes qui existent actuellement. Et cette multicasquette, ça nous permet d'être très pertinent d'un point de vue énergie et sobriété énergétique auprès de plusieurs types de clients. Tout ça dans l'idée du coup de faire réaliser des économies d'énergie à ces clients-là. Donc après, il y a plusieurs missions, plusieurs types d'approches au quotidien, c'est ça. Mais dans l'idée, va vraiment y avoir une partie analyse de données, une partie diagnostic avec notre expertise, arriver à identifier des leviers d'action, arriver à identifier des dérives et des potentiels gisements d'économie d'énergie. Et après, mettre en organisation tout ça pour mener à bien les actions et faire en sorte que les économies d'énergie soient à la clé. Et justement, on parlait du fait qu'il y avait plusieurs types d'approches. Est-ce qu'on a aussi plusieurs types de profils d'Energy Manager ? Léo, toi, par exemple, quelle orientation de carrière tu as pu avoir avant d'arriver ici chez Adviseo ? Qu'est-ce qui t'a amené en fait vers ce métier ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Pour répondre à la première question, je ne pense pas qu'il y ait de profil vraiment type d'Energy Manager. On le verra, on a des parcours très différents avec Clarisse. Pour ma part, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste, donc c'est mon premier emploi. À la fin, je me suis spécialisé quand même en machine énergie, mais ce n'était pas vraiment essentiel pour arriver dans ce métier-là, si ce n'est que j'avais une appétence pour ces sujets, donc c'est ça peut-être qui a aidé à faire mon choix. J'ai eu la chance de faire des stages en entreprise avant pour essayer de me tester un peu. Donc j'ai fait de l'éco-conception en R&D sur des produits de grande distribution. J'ai aussi fait de la gestion d'actifs renouvelables, donc des centrales biomasse notamment. Et au final, je voulais essayer d'allier quand même le métier d'ingénieur à une mission qui a du sens pour moi et qui promeut un changement de modèle. Et la sobriété, pour moi, c'était une manière d'y arriver. En tout cas, c'était ce vers quoi je voulais tendre. Ok. Donc, me voilà. Et Clarisse, justement, toi, quel a été ton parcours et ton évolution pour arriver jusqu'ici ? Donc oui, effectivement, on n'a pas eu le même parcours. Moi, j'ai fait un master en énergie-environnement que j'ai fait en alternance. Et donc, mon alternance s'est faite sur un poste d'Energy Manager déjà, mais j'étais côté client. Donc, ça m'a permis de voir justement cette approche-là et de me dire que ça me plairait bien aussi d'être côté plus conseil dans l'approche auprès de plusieurs clients. Ça a été aussi donc officiellement mon premier emploi donc après mon alternance. Donc chez Adviseo, je suis rentrée en tant qu'Energy Manager junior, du coup comme Léo. Et puis petit à petit, je suis montée en responsabilité et là je suis actuellement donc directrice de projet et responsable d'une équipe. On voit justement qu'il n'y a pas de profil type, comme on le disait, comme tu le disais, Léo. Mais est-ce qu'il y a des atouts à avoir pour faire ce métier-là ? Alors moi, je vais parler avec une expérience très junior, mais de ce que j'en ressors pour l'instant, j'ai l'impression que
on va dire, les principaux freins au déploiement d'actions de sobriété énergétique sont plutôt humains. Donc la pédagogie et le dynamisme pour fédérer les gens autour de ces questions-là sont vraiment primordiaux, étant donné que ça va permettre en fait de pousser jusqu'au bout les démarches de sobriété énergétique. Donc il y a vraiment des enjeux, en tout cas sur les relations humaines et sur la pédagogie, savoir expliquer les démarches et convaincre les gens de les suivre. Ouais, et je rajouterais aussi à ça, on travaille du coup avec plusieurs clients qui ont des objectifs différents, même si c'est sur une ligne conductrice de réglementation, etc. L'approche sur chacun des projets est un peu différente et il faut réussir à pouvoir s'adapter à ça et pouvoir répondre du coup aux besoins du client donc de façon un peu personnalisée et d'être aussi proactif sur cette démarche-là. L'energy manager en partie conseil, c'est pour moi aussi savoir s'adapter là-dessus et aussi savoir s'organiser puisqu'on a à gérer plusieurs projets en parallèle, que s'organiser sur les tâches, sur les deadlines, etc. Et Clarisse, tu nous parlais des différents types de clients. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel type de domaine d'activité on peut les retrouver et avec quel type de profil vous allez être en échange quotidiennement dans votre travail? Ouais, personnellement, j'ai par exemple plus travaillé sur des projets liés au retail, au froid alimentaire, en particulier, pardon. Les profils qu'on va rencontrer, c'est plus, moi, à mon échelle, des profils de clients nationaux, donc qui gèrent un périmètre d'un certain nombre de sites, et donc auxquels il faut reporter les indicateurs d'avancement et puis construire ensemble une stratégie pour aller justement dans leur dans le sens de leurs objectifs, pour les mener à bien. Donc on va avoir ce genre de profil-là, mais tout dépend en fait du projet et aussi de sa place en fait sur le projet, parce que on peut avoir à discuter avec n'importe quel niveau en fait de profil. Quand je dis niveau, c'est plus qui est maître dans l'action directement ou indirectement. Et donc, ça va être justement de savoir, comme disait Léo, s'adapter en fait à la personne qu'on a en face, que ça soit au niveau du vocabulaire. Est-ce qu'on a besoin de vulgariser en fait certaines choses, mais aussi au niveau du détail. Est-ce qu'on est sur quelque chose de très opérationnel ou plutôt stratégique? Quand on est un energy manager, on est amené à avoir ces deux approches-là petit à petit. Et toi, Léo, tu as amené aussi à travailler avec des acteurs du secteur retail ou avec d'autres types d'acteurs? Pour ma part, moi, j'ai plutôt une foncière. Alors, j'ai 2 clients que je suis. J'ai une foncière immobilière qui est plutôt basée à Paris et un acteur public, donc bâtiment public dans l'idée. Voilà, c'est assez différent comme mission quand même. C'est pas du tout le même type de suivi. Il y en a un où c'est un suivi qui est beaucoup plus régulier sur la durée. Donc en fait, on est vraiment là pour accompagner au jour le jour les évolutions des consommations d'énergie sur les bâtiments. À l'inverse, l'autre, donc l'acteur un peu plus public, là, c'est des audits un peu plus ponctuels, en fait, où on va visiter des bâtiments et voir à l'instant T comment tous les systèmes sont régulés, comment on peut essayer de chercher des optimisations à droite à gauche, plutôt donc des actions type quick win, donc à retour rapide, où on n'a pas forcément besoin d'investissement. Et donc voilà, c'est des approches très différentes, mais qui au final permettent d'amener des économies d'énergie, quoi. Et en parlant des missions, pour expliquer un peu à nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre semaine type, vous, en tant qu'energy manager? Alors, semaine type, effectivement, le terme est bien choisi parce qu'on n'a pas vraiment de journée type en tant qu'energy manager. En semaine type, moi, du coup, ça dépend vraiment des clients qu'on a et des rôles qu'on a après, au niveau de ces clients-là, des projets. Donc moi, pour ma part, j'ai donc, comme je disais, 2 clients, une foncière immobilière et un acteur plutôt public. Donc dans l'idée, j'ai à peu près 2 jours et demi de terrain par semaine. Donc là, ça va dépendre. Donc c'est soit des visites régulières, soit des audits un peu plus ponctuels. Sachant qu'après, le reste du temps, c'est de la production. Donc ça peut être soit des analyses de consommation, de température, ou alors de la production de rapports, tout simplement, sur les différents audits que j'ai pu réaliser. Sachant qu'après, tout ça, il faut évidemment coordonner, faire de la prise de contact, manager les différentes parties autour de ces projets-là. Donc ça prend quand même un peu de temps.
Moi, une semaine type, ça va être un peu plus de bureau, un peu moins de terrain. Et quand je suis amenée à faire du terrain, c'est plus dans le cadre de la formation de nouvelles personnes qui rentrent sur le projet ou du suivi, par exemple, de la qualité ou des choses comme ça sur le projet. Après, de temps en temps, on remonte les manches et on va faire aussi de la production. Ça arrive régulièrement quand même. Et du coup, le plus gros que je vais avoir en termes de tâches dans une semaine type, c'est plutôt m'assurer que ça avance correctement le projet, que chacun a du coup les bons outils pour y arriver. Quand je dis outils, ça va être tout ce qui est compétences techniques. Et dans ce cas-là, du coup, il y a cette partie formation qui ressort, mais aussi tout ce qui est temps, délai, etc. Donc, c'est s'assurer que tout est bien coordonné et que ça avance vers justement la stratégie qu'on a en tête. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de faire de l'EM. Par exemple, chez Adviseo, nous, on est dans une société de services, mais il y a également directement dans une entreprise. Quel est l'intérêt de ces deux typologies et quels sont les avantages de plutôt travailler dans une société de services comme la nôtre ou plutôt dans une entreprise directement? Moi, du coup, j'étais en alternance côté client, donc j'ai pu voir un peu les deux approches. Côté client, l'avantage, c'est qu'on va voir de bout en bout l'avancement d'un projet, notamment par exemple sur les projets de travaux, qui donc forcément ont un avancement un peu plus long que par exemple plus des actions un peu plus quick win, on va dire. Donc là, l'approche client, c'est pouvoir participer à l'ensemble des phases et puis voir vraiment les fruits complètement de toute l'avancée du projet. Et puis, forcément, du coup, ça veut dire aussi se concentrer sur moins de projets et donc être plus focus sur les projets qui sont liés au périmètre de ce client-là. Et à l'inverse, justement, quand on est en conseil, c'est de pouvoir toucher à plein de domaines de compétences, que ça soit technique, mais aussi du coup reporting. Enfin, on va toucher à plein de profils différents au niveau des clients, et donc ça permet aussi de monter en compétences et sur du savoir, mais du savoir-être aussi. Et donc c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est pouvoir toucher à tout et pas se fermer sur un même domaine. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, alors, c'était pas forcément dans ce domaine précis, mais dans les différents stages que j'ai pu faire, donc c'était majoritairement chez des clients, typologie client, où en fait, les sujets, ils peuvent être traités en entier. Donc, c'est assez monotâche, mais il y a l'intérêt de participer aux défaites et aux victoires en entier, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps de notre approche de conseil. Mais c'est vrai que personnellement, moi, j'y retrouve un grand intérêt au sens où, en fait, il y a une pluralité de sujets et que ce soit technique, organisationnel, humain, qui font qu'en fait, on s'ennuie pas et on fait que monter en compétences tout le temps dans la société de service telle que définie là dans la question. Donc, c'est deux approches très différentes, assez complémentaires, mais voilà, c'est pas exactement la même chose. Quels sont les outils utilisés au quotidien par les EM? Alors nous, chez Adviseo, on a une plateforme qui s'appelle Savvy, qui nous permet de monitorer des consommations, on va dire de tracer une multitude d'IoT, donc d'objets connectés, qui nous remontent des données sur les bâtiments directement. Ça nous permet de faire de l'analyse de factures, de consommation, de température, bref, d'être au plus près des bâtiments, de pouvoir faire des analyses aussi sur des patrimoines entiers. Donc c'est des facultés qui sont assez intéressantes puisqu'on a des clients qui ont beaucoup, beaucoup de bâtiments. Donc voilà, c'est un outil que personnellement j'utilise au quotidien. Et justement, j'ajoute à ça, c'est le fait d'avoir beaucoup de données qui remontent. Ça nous permet d'en sortir en fait des patterns et derrière pouvoir déterminer des outils de préanalyse sur une génération d'actions qui peut être globalisée sur un périmètre global, enfin un périmètre de tout le client. Et ça permet du coup de faire, à l'EM de focus sur des actions plus détaillées
Et la partie massifiée, en fait, lui permet, voilà, c'est ça, lui permet de rentrer plus dans le détail, en fait, d'aller de chercher sur chacun des bâtiments ce qui n'est pas possible d'être massifié justement sur tout le périmètre. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'actions ou de périmètres d'action qui ont porté leurs fruits chez vos clients? Ouais, alors moi j'en ai deux. J'en ai un, c'était donc là dernièrement sur la dernière saison de chauffe, j'ai accompagné les techniciens de maintenance sur une mission de type rétro-commissioning. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre la dynamique des systèmes et du bâtiment, comment tout ça va fonctionner pour en déduire des règles assez simples de régulation en fonction de la météo. Donc ça a été un gain à la fois pour eux d'efficacité parce que ça leur évite de chercher de manière un peu empirique les meilleurs paramètres de régulation. Et derrière, évidemment, la clé, c'est que qui dit système mieux régulé dit économie d'énergie. Donc en fait, on s'en sort avec des belles performances. Donc voilà, des gains à toutes les échelles. Un autre exemple peut-être, c'est, je réinsiste sur cette fonction un peu pédagogique que le métier d'energy manager propose. Moi, j'ai eu le cas sur plusieurs bâtiments avec plusieurs gestionnaires de sites qui n'ont pas forcément les compétences techniques, que ce soit sur les systèmes ou sur globalement les enjeux liés à l'énergie, et qui du coup ressortent de ces visites-là, de ces audits, des restitutions avec les clés, on va dire, pour prendre en main eux-mêmes ces démarches-là et essayer de pousser la sobriété énergétique sur leur parc de bâtiments. Donc il y a une sorte d'effet domino assez vertueux qui est très stimulant et encourageant au quotidien de vivre. Clarisse, est-ce que de ton côté, tu as aussi des exemples à nous donner? Je reviens sur le premier exemple de Léo. C'est quelque chose qu'on va retrouver assez régulièrement sur les sites, surtout quand on est sur un système énergétique. Quand je parle des systèmes énergétiques, c'est vraiment l'ensemble des équipements du coup, techniques qu'on va avoir sur un site. Quand ce système énergétique est complexe, on voit régulièrement que en fait, les équipements sont gérés de façon très intrinsèque et pas du tout les uns les uns et les autres faisant partie d'un même système. Et cette partie, justement, approche avec un œil extérieur. Ça permet du coup, au client de se dire en fait, j'avais pas trop compris comment mon système fonctionnait. Et du coup, le but de l'EM, c'est vraiment de lui apporter les clés pour notamment éviter de la destruction d'énergie, des choses comme ça, et d'aller creuser en fait sur ce qui a été prévu à la base dans la création en fait de l'architecture tout début de ce système, et voir comment il est censé fonctionner, et est-ce qu'il y a peut-être aussi des améliorations par rapport à tout ça qu'on peut mettre en place. Et selon vous, quelles sont les perspectives du métier dans les années à venir? Le secteur de l'énergie management, il est quand même en grosse croissance. C'est de plus en plus un sujet pour les entreprises, peu importe le domaine d'activité. On va retrouver quand même pas mal de clients qui petit à petit s'intéressent malgré eux, ou justement parce que ça les intéresse énormément, puisqu'il y a quand même ce fil conducteur qui est la réglementation, qui du coup amène les entreprises à aller faire des économies d'énergie. Donc ça va dans une démarche environnementale, mais aussi des réductions aussi des coûts liés à cette partie de consommation qui reste importante, surtout avec le prix de l'énergie qui a fortement augmenté ces dernières années. Et ça permet aussi forcément d'avoir plus de budget sur d'autres choses. C'est quelque chose qui est, je pense, assez attractif. Et donc, on voit qu'il y a pas mal de demandes, de plus en plus, en tout cas. Ouais, tout de même, on voit les réglementations, elles s'alignent en fait sur tout ça. C'est pas parce qu'il y a des tensions sur l'énergie que derrière, il y a des réglementations qui se mettent en place pour accompagner le parc du bâtimentaire, on va dire, sur de la transition énergétique. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps, quoi. Avant de clôturer cet épisode, est-ce que vous auriez des recommandations à apporter à nos auditeurs qui souhaiteraient s'orienter vers un métier de ce type? Je pense que c'est assez primordial de savoir s'adapter. Donc, on l'a dit plusieurs fois pendant le podcast, mais c'est vraiment le fait de tomber sur des systèmes qui sont très différents. Enfin, je veux dire, chaque bâtiment est différent.
Chaque système qui sont présents dans les bâtiments est différent. Et derrière, il y a aussi des équipes qui les gèrent, qui les régulent, qui ne sont pas les mêmes. Donc, il y a vraiment la recommandation, c'est vraiment savoir s'ouvrir à ce qu'on visite, à ce qu'on trouve sur le terrain, et derrière tout le temps se remettre en question sur est-ce que c'est normal, est-ce qu'on ne peut pas chercher des optimisations ici ou là, voilà, ne pas s'arrêter à l'existant et savoir un peu creuser. Ouais, c'est ça, être curieux et aller farfouiller un petit peu. Justement, c'est un peu notre rôle. Quand on est client, notre chaufferie, on l'a depuis peut-être 10 ans dans son parc, et du coup, c'est peut-être quelque chose qui est acquis. Et puis, le but justement de l'Energy Manager en conseil, c'est de voir apporter cet œil neuf et d'aller vraiment farfouiller, que ce soit les documentations techniques, le besoin, et puis les équipements qui sont sur place, pourquoi ils fonctionnent comme ça et pas autrement. Donc, c'est vraiment aller dans le détail et creuser. C'est pour moi, quand on est sur le terrain, c'est ce qui est attendu même par le client, c'est notre rôle. Merci beaucoup pour ces recommandations. C'est la fin de cet épisode. Merci Clarisse, merci Léo pour votre intervention aujourd'hui. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, vous trouverez dans le lien en description un guide sur l'énergie management. À très bientôt sur le podcast What's Next, le podcast de l'énergie management by Adviseo.